Bonjour, bienvenue sur PP World, c'est la fac, la foire à questions numéro 3. Alors les deux premières avaient tellement bien marché, j'étais super content, je dis bah tiens on va continuer. Vous avez posé tellement de questions, j'en ai eu 350 ou voire un peu plus d'ailleurs. Je vais les prendre une par une, ça va durer des mois. On va tous finir vieux, aveugles, mais on va s'aimer, c'est ça qui est beau. Alors une question formidable qu'on m'a posée en me demandant est-ce que dans peu de temps il y aura des téléviseurs qui seront encore meilleurs que le LCD, meilleurs que le LED et meilleurs que le SUHD de Samsung. Alors d'abord mon petit lapin, le SUHD de Samsung c'est du LCD. Donc alors la question est est-ce qu'il y aura des téléviseurs encore meilleurs technologiquement que le LCD ou bien le LED TV? Eh bien regardez bien, je vais vous montrer un truc, voilà ça c'est ma tête, c'est pas une boule de cristal, je ne sais pas. Alors, je vais développer un peu ce que j'ai à dire là-dessus, parce que j'ai quand même eu vachement de questions sur l'avenir des téléviseurs. Si vous voulez, le LCD, on va le faire très bref. Le LCD, l'avantage du LCD, qu'on appelle quelquefois LED, ce qui est une erreur, puisque le LED, ce sont les petites diodes qui éclairent le LCD, mais ce n'est pas la technologie, c'est du LCD. Le LCD, parce qu'on l'utilise quand même tous depuis tellement d'années, l'avantage, c'est que c'est entre guillemets une valeur refuge. On sait que ça fonctionne bien, on sait que ça dure longtemps, on maîtrise parfaitement la technologie du LCD. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Quantum Dots, c'est tout le tremblement. Enfin, bref, on fait évoluer encore la technologie du LCD. Donc on peut dire que pour les gens, c'est rassurant d'avoir un téléviseur LCD. Et je pense que le LCD est là pour un sacré moment encore. Je ne vois pas comment le LCD pourrait... je vois pas. Par contre, l'OLED. Alors l'OLED, on sait que technologiquement, c'est au niveau du noir, du rendu du noir, au niveau des couleurs, ça va très loin. Ça, on le sait. Mais le problème que je rencontre avec l'OLED, je vais être franc avec vous. Alors cette vidéo va durer longtemps, alors accrochez-vous, allez prendre un petit café en même temps et tout, on revient tout à l'heure. Enfin, l'OLED, mon petit problème, c'est que je lui vois un peu les mêmes débuts, le même démarrage que les téléviseurs plasma. Il y a de cela, vous étiez peut-être pas né, mais enfin le plasma est arrivé. Et le plasma a été une technologie que moi j'aime beaucoup, mais au début, il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été dit sur le plasma, que l'image changeait de couleur tout le temps à cause du soleil, ça devenait orange, que le téléviseur plasma ne durait pas longtemps, il y avait des problèmes de durée de vie, c'était les premiers modèles. Donc les téléviseurs plasma n'a jamais réussi à se faire une place au soleil parce que tout simplement, il a mal débuté sa carrière. Donc j'ai un peu peur, un petit peu, on ne parle pas des qualités techniques du produit, j'ai un petit peu peur, quelque part, que le téléviseur OLED n'étant actuellement supporté que par Panasonic, qui fait des petites, pas beaucoup, et beaucoup LG, et qui n'y ait pas beaucoup d'autres marques qui s'y mettent vraiment, franchement, en disant on va y aller, j'ai un petit peur pour l'avenir de l'OLED. Mais ça ne veut pas dire que ça va foirer. Mais je suis un petit peu... j'aimerais bien que ça réussisse, que les prix baissent, qu'on soit rassuré, que tout le monde dise ah bah tiens, l'OLED c'est génial. En plus, il y a le HDR qui se pointe, on sait très bien que l'OLED ne va pas aussi loin au niveau de la luminosité. Enfin bref, il y a plein de petites choses qui tournent. Donc pour le moment, on va résumer. Moi, l'OLED, j'aime beaucoup l'image OLED parce que je trouve que c'est une image fabuleuse. Le ratio de contraste, c'est génial. La colorimétrie est fabuleuse. J'aime l'OLED. Je suis inquiet pour son avenir, mais j'aime l'OLED. Et le LCD, ce qu'on appelle quelquefois LED, c'est une valeur sûre. C'est un produit qui est là, on sait qu'il est fiable, on sait qu'il peut aller en 8K, tout ce qu'on veut, le LCD, on maîtrise. Voilà, c'est la réponse à ta question. Comme tu vois, je sais faire court. Deuxième question, on continue à faire la question, deuxième question, une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que tu penses que les téléviseurs ont une définition maximale qu'on a déjà atteint ou est-ce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin? Alors, il faut savoir que déjà, le maximum qu'on peut faire en téléviseur actuellement, c'est du 8K. Alors, le 8K, c'est en secteur professionnel uniquement. Le 8K correspond à un nombre total de pixels de 33 millions de pixels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chez vous, quand vous regardez votre téléviseur, il y a 2 millions de pixels en Full HD et il y a 8 millions de pixels, 8,3 exactement, en Ultra HD. Donc déjà, on commence à avoir des grosses densités d'images. Évidemment que ça se trouve dans 5 ans ou 10 ans, on peut aller en 16K ou un truc comme ça. Mais à un moment donné, il faut savoir jusqu'où va la course au pixel. Il faut savoir également que l'œil humain a également ses limites. On n'a pas tous des appartements qui font 25 mètres de recul. Donc si vous voulez, dans l'utilisation classique du grand public, déjà avoir une image qui a 8 millions de pixels qu'on peut faire grandir en 60 pouces, 70 pouces, voire en vidéoprojection, c'est déjà énorme. Donc il faut aussi faire la différence entre ce que l'on peut voir dans certaines salles de cinéma qui vont certainement monter encore en définition dans les 10 années à venir et ce qu'on a chez nous. Donc déjà chez nous, je trouve ça admirable d'avoir du Full HD. Quand c'est bien foutu, l'image est géniale et c'est admirable d'avoir de l'Ultra HD également quand il y a des sources. Ok ?
Question qu'on me pose souvent, et là je veux dire ça n'arrête pas, on pose beaucoup de questions sur la chaîne YouTube entre le CD et le vinyle. Alors là, comme on parle beaucoup du vinyle en ce moment et que le CD, regardez ma main, regarde ma main, regarde les ventes de CD, moins 17% encore en 2015 et ça continue vers l'horreur. Donc comme on parle du CD en disant que ça va pas très fort et que le vinyle on en parle de plus en plus, tout le monde me demande, alors est-ce que tu crois qu'en fin de compte... Est-ce que tu crois qu'en fin de compte, le vinyle va survivre au CD? J'ai l'impression que c'est possible. Mais pourquoi pas, à vrai dire. Le vinyle n'a pas arrêté, soi-disant, oui, alors c'est fini, ça va mourir, machin, truc, le CD va arriver. Et au fur et à mesure, on se rend compte que le CD... On le balance, enfin la qualité CD est balancée en dématérialisé maintenant. Ça fait que les gens achètent moins de CD ou alors pour les collectionneurs achètent des CD parce qu'ils trouvent ça cool d'avoir le support. Mais la musique numérique numérisée se retrouve comme ça sur les plateformes qu'on peut donc acheter comme iTunes ou bien voler, bande de voleurs, ou bien acheter également sur d'autres plateformes qui le vendent en qualité CD. Et le vinyle continue lui à se vendre royalement parce que c'est hype, parce que c'est sympa, parce qu'il y a des belles pochettes. Même les jeunes, moi quand je vais dans certains magasins, je vois des jeunes, certainement comme vous, qui achètent des vinyles. Moi, ça me fait kiffer parce que moi, je suis un mec de 40 balais. Moi, je l'ai vécu un petit peu aussi et j'ai toujours kiffé ça. Donc, je me dis, les générations se mélangent et ça, c'est le bonheur. Mais il y a un truc important à savoir. Regardez mon doigt. Si tu me vois bien. Un truc important à savoir, c'est que quand vous achetez un vinyle récent, genre dernier vinyle de Adele, je sais pas, surtout vous aimez, hein, elle chante bien. Adele, la plupart du temps, le vinyle a été fabriqué à partir d'un master numérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les bandes, c'est des disques des artistes récents, on n'a pas été ils sont pas enregistrés sur des bandes analogiques, donc c'est en général le master utilisé pour le CD qu'on met sur le vinyle. Donc après, vous avez la chaleur du vinyle, le côté analogique, voilà les trucs comme ça qui font qu'on a une chaleur différente dans le son, mais à la base, il faut monter vers les vinyles qui datent de 20 ou 30 ans pour avoir des vinyles avec peut-être une qualité audio supérieure, puisque les vinyles avaient été faits à l'époque avec les sources analogiques, c'est-à-dire un vieux Pink Floyd qui tournait en analogique, on le met sur vinyle, là on a un son qui est direct, on n'a pas une numérisation, on n'a rien du tout. Donc le phénomène CD et vinyle, je pense que le CD va avoir des gros problèmes dans les années à venir, encore plus que maintenant. Je pense qu'il va pas très bien et qu'il ira de moins en moins bien, tandis qu'on continuera, je pense, à voir des DJ mixés avec du vinyle, des jeunes acheter du vinyle, parce que c'est un produit culte. Je pense que le vinyle est beaucoup plus culte que le CD audio. Et pourquoi? Parce que déjà le vinyle, il fait ça, tu vois la pochette, tu as le geste, c'est magnifique. Poser un diamant sur un vinyle est un truc de magique, tandis qu'enfourner le CD dans son lecteur, c'est pas très sexy. Voilà, c'est mon avis. Regardez, vous imaginez la question suivante. La question suivante est venu au moins 20 à 30 fois. Quand j'ai commencé à parler de la foire aux questions, on m'a demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que je n'aime pas Beats Audio? Ce n'est pas que je n'aime pas Beats Audio, les petits loulous. C'est que j'estime, et ça n'engage que moi, c'est-à-dire la personne qui parle là sur sa chaîne YouTube, je pense qu'il y a moyen d'avoir des produits de meilleure qualité, peut-être mieux finis, plus solides, pour le même prix, voire moindre. C'est toujours une question d'échelle des valeurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je trouve que les casques Beats, pour la plupart, sont très coûteux. Et je continue à penser que pour le même prix, on peut avoir des casques qui ont l'air peut-être, entre guillemets, moins fashion. Après, vous achetez ce que vous voulez, hein, si vous les trouvez jolis. Moi, les goûts, les couleurs, je ne discute pas. Hein. Mais pour ma part, je pense qu'on peut acheter des casques qui sont, ou même des petites enceintes qui sont moins fashion, mais qui sonnent beaucoup mieux, qui sont peut-être mises au point par des marques qui ont plus l'habitude de faire de l'audio que Beats Audio. C'est mon avis, hein, c'est tout simple. Donc ce n'est pas une cabale, je ne suis pas en train de dire oui, n'achetez pas Beats, c'est horrible. Je n'ai jamais dit ça, Je ne suis pas fan, je préfère vous diriger vers des produits peut-être qui collent un peu plus avec ma religion audio, qui vise à aller vers des marques comme JBL, comme Sennheiser, comme AKG, qui sont des marques avec lesquelles je travaille moi en tant que professionnel depuis des années, ou bien Beyer Dynamics. Je suis en train d'essayer de trouver des marques, Pioneer, Yamaha, qui sont des marques avec lesquelles je travaille et des produits avec lesquels je travaille, que j'utilise et je les connais. Et je sais que ça dure longtemps et tout. Donc si vous voulez, voilà pourquoi je n'aime pas Beats. Non, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je préfère vous amener vers d'autres directions
et j'attends que Beats Audio me prouve que j'ai tort et que leurs produits ont un excellent rapport qualité-prix, que ça casse la baraque et tout. Moi, je ne demande que ça parce que je suis un mec complètement ouvert d'esprit et il suffit de me montrer et me démontrer par A plus B que je peux avoir tort. Et si j'ai tort, je reconnais mes trucs, mais pour le moment, j'ai écouté certaines petites choses et voilà, je me dis qu'il y a mieux pour le même prix. Est-ce que j'ai été clair? J'espère que j'ai été clair. On change de registre. Parmi toutes les questions de la foire aux questions, on m'a demandé des trucs un peu plus personnels sur mes goûts. On m'a dit, alors, quel est ton film préféré? Bon, alors, mon film préféré, enfin, on va en dire qu'il y en a 5-6 films préférés. Alors, comme je suis un mec qui est peut-être pas, je sais pas, mais si vous comparez par rapport aux autres youtubeurs que vous regardez, je suis peut-être un peu El Padre, hein, je suis peut-être un peu vieux. Donc, on n'est pas la même génération pour la plupart des gens qui m'ont regardé. Donc, moi, il y a des films qui m'ont marqué quand j'étais tout gosse. Mais vraiment tout gosse, parce que j'ai voulu aller au cinéma, même quand c'était interdit, au moins de 13 ans, j'arrivais à rentrer dans les salles, parce que je connaissais du monde. J'ai été marqué quand j'étais quand j'étais vraiment tout gamin par des films comme Alien de Ridley Scott, comme Blade Runner, qui ont des films qui ont marqué ma vie parce que c'est des films qui m'ont... J'étais vraiment hyper gamin, j'aurais même pas dû les voir ces films-là. Mais voilà, je les ai vus et c'est des films qui ont été mes premiers chocs cinématographiques. Mais comme je suis un mec qui aime le cinéma, une fois que j'ai commencé à être un peu plus adulte, donc adolescent et autres, je suis reparti en marche arrière de tout ce que j'ai pas connu. Et là, j'ai découvert tous les 2 millions d'essais de l'espace de Stanley Kubrick. Il y a des films récents, alors si on parle de films récents que j'aime beaucoup, enfin récents entre guillemets, je suis un fan d'Inception. Franchement, je trouve que ce film est incroyable. Je suis un fan d'Interstellar. J'aime, en fin de compte, dans le cinéma, j'aime aussi un peu le romantisme, pas trop quand même, j'aime m'évader. Il faut que quand je me foute un putain de film, je décolle. Et j'ai toujours été attiré par l'espace. J'ai toujours été attiré vers les étoiles. Donc il faut qu'on m'envoie dans, j'allais dire en l'air, ah, je l'ai pas dit. Il faut que j'aille dans l'espace. Il faut que je vibre, je suis un mec qui aime les films gore, j'ai craqué sur le premier Evil Dead, j'ai craqué sur des tas de films comme L'Exorciste. Je suis un mec assez classique en fin de compte, j'aime les gros classiques, j'aime qu'on me fasse peur. J'aime qu'on m'emmène dans les étoiles, j'aime les monstres, moi j'aime tous ces trucs-là. Il y a des films qui sont pour moi cultes, malgré tout Predator c'est ce que c'est, mais moi c'est culte, parce que c'est un film qui m'avait à l'époque complètement halluciné. Je me dis mais le mec qui a fait ça, putain, c'est du délire. Donc tous ces films-là, qui sont des films d'action, c'est vrai que je peux pas vous citer de comédies romantiques qui m'ont vraiment fait, parce que c'est pas mon truc, et encore une fois, chacun ses goûts. Mais si on me met Blade Runner, quand j'ai eu Blade Runner, dont le master avait été refait par Ridley Scott, quand je l'ai eu en Blu-ray, j'ai chialé pendant 2 heures. J'avais jamais vu le film comme ça. Quand j'ai vu Alien également refait pour le Blu-ray, donc par Ridley Scott qui a supervisé la façon dont le film a été refait, enfin travaillé en post-production, j'étais là, j'ai chialé. Il y a plein de films comme ça qu'on redécouvre en même temps parce qu'ils les remasterisent. Et quand tu les remasterises, tu te dis oh là là, je l'ai même pas vu comme ça au cinéma, ou même s'il passe au cinéma, il n'aura pas cette classe-là parce que les mecs ont bossé quelquefois 6 mois ou 9 mois à retaper la péloche, même les Disney qui sont refaits et tout. Moi, je suis un fan de ça. Je suis pas un fan de vieux films, je suis un fan de films récents, mais il faut que ça décolle, il faut que ça aille loin, il faut que ça m'emporte, très très loin dans une réflexion, comme justement Interstellar, qui est une grosse réflexion sur les trous de verre, sur les trucs comme ça. Moi, c'est des trucs qui ont bercé ma jeunesse, voilà, l'hyperespace, la relativité d'Einstein et tout, voilà. Donc voilà, vous savez un petit peu plus sur mes goûts, vous voyez que ça fait pas dans la dentelle, mais j'ai plus rien, je suis comme ça, moi, je fais pas dans la dentelle. Ça va, ça vous va, pas trop déçu? Ah, il va falloir que ça finisse quand même tout ça, hein, parce que ça commence à être long. Alors une petite dernière question comme ça pour cette fac 3, il y aura une 4e, parce que les questions j'en ai des wagons, et je suis là pour vous répondre. Une petite question sur un matériel, on me demande avec quoi je filme. Alors, il y a plusieurs moyens de tournage. Je ferai après une vidéo sur l'ensemble de mes moyens de tournage. Et surtout les moyens de capter le son, parce que ça dépend des endroits où tu es dans des salons, tu es chez toi, tu captes pas le son de la même façon. Il y a une caméra que j'aime beaucoup, c'est la PJ790 de Sony. C'est celle qui filme actuellement. C'est pas un modèle récent. C'est un modèle que j'aime énormément parce que c'est un modèle qui dispose d'une stabilisation optique vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est une sorte de bain d'huile et quand vous bougez la caméra, vous voyez carrément son optique qui fait ça. C'est une Steadicam en fin de compte, c'est tout petit, il y a une Steadicam. L'image est absolument nickel, vous la voyez peut-être pas trop bien parce que là c'est malgré tout YouTube et on n'a pas toutes les caractéristiques du débit de l'image ici. Mais c'est une caméra que j'aime beaucoup, elle est petite, compacte, pas trop lourde, avec un son qui peut être en 5.1. C'est la caméra qui filme actuellement, bon j'ai le micro sans fil, mais la caméra filme, elle a devant des micros et puis elle peut capter en 5.1, en surround, et surtout ce caméscope, le PJ790 de Sony, dispose d'un vidéoprojecteur intégré. C'est-à-dire que quand vous voulez par exemple monter certaines séquences le soir dans votre chambre d'hôtel, vous avez un projecteur
un petit projecteur, c'est un picoprojecteur intégré directement sur le caméscope qui projette contre le mur. Vous pouvez visionner vos rushs, vous pouvez faire des trucs, du cut, de l'editing, tout ça sur un écran qui est un peu grand si vous faites le noir. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. De toute façon, je ne vais pas vous cacher, j'ai toujours été assez fan de deux marques, enfin trois en caméscope, Canon, Sony, Panasonic. Ces gens-là, j'ai toujours travaillé avec leurs produits et j'avoue que je suis un fan. Je pense que ce sont des marques qui maîtrisent beaucoup, comme JVC également, hein, qui faisait partie avant de l'entité Panasonic. Ce sont des marques qui maîtrisent beaucoup. Pourquoi? Comme je dis à chaque fois, ce sont des marques qui travaillent également pour la plupart dans le secteur pro. Donc tout ce qui est utilisé, tout ce qu'ils conçoivent pour le secteur pro, ils l'adaptent. Pour le secteur grand public, ça donne des matériels qui sont en général, il ne faut pas faire de généralité non plus très précise, je dis en général, qui sont des matériels très performants pour le grand public parce qu'ils sont inspirés de modèles du secteur pro. Voilà, et c'est souvent les mêmes ingénieurs qui bossent parce qu'on les fouette, bon sang. Voilà, j'espère que cette fois question numéro 3 vous a apporté des trucs. Eh ben, sinon, on en fera une 4e, une 5e. Voilà, j'ai vu en même temps, regardez, j'ai vu avec ça, regardez, approchez-vous, parce qu'il faut que je vous dise un truc. Merci. Merci, cette vidéo est tournée là maintenant, là tout de suite, je crois qu'on est le 15 mars. On a atteint 17K sur cette chaîne et moi j'en reviens pas parce que la chaîne a été créée fin septembre, on a déjà 17K et c'est super gentil quoi. J'espère que ça vous fait plaisir et moi je suis content d'être là. On fera plein d'autres trucs, j'ai tourné plein de choses encore que je mettrai au fur et à mesure. On va avoir un GTST San Francisco, on va avoir d'autres petits trucs qui sont prêts également sur la 3D entre autres et le Blu-ray UHD. On va rigoler un petit peu et il y a des voyages de prévus dans des endroits où vous n'avez peut-être jamais été et moi non plus. Ça tombe bien. Alors je vous dis à très vite ici sur cette chaîne et portez-vous bien surtout et continuez à aimer la high-tech avec moi parce qu'on va vraiment déconner.